Chaque jour qui passe est un jour que vous ne revivrez pas. Alors ce jour, il est important. Qu'est-ce que vous avez fait de bien aujourd'hui? Ou qu'est-ce qu'on peut remarquer de bien? Quelles sont les bonnes émotions que vous avez vécues aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie de partager ça avec quelqu'un? Ensuite, ce jour, il part. Et demain, c'est un autre jour. Donc déjà, demain, c'est une autre histoire. C'est pas la même qu'aujourd'hui. Et est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pris un petit peu de joie? Et est-ce que je peux en programmer pour demain? AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Nous allons parler des peurs dans les relations amoureuses ce matin avec mon invité, Christian Richomme, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Psychanalyste, auteur et thérapeute à Paris, spécialiste dans les troubles de l'anxiété, les dépressions, les addictions et les troubles affectifs. Auteur de plusieurs livres, mais vous venez nous présenter votre dernier opus qui s'appelle Les peurs dans les relations amoureuses, abandon, rejet, humiliation, trahison, aux éditions du Net. Et ce qui fait la richesse de vos interventions, eh bien, c'est que vous vous appuyez sur vos consultations. Sur des faits réels, sur les échanges avec mes patients. Une peur non résolue peut saboter les relations amoureuses. Beaucoup recherchent parfois une relation stable, mais sont incapables de rester dans une relation dès qu'elle devient trop sérieuse. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe? C'est ce que je nomme la peur de l'engagement, ou la peur de la diffusion, des plus loin fusion, ou la peur de la routine. On a tous des peurs, et on rentre des fois dans une relation avec ces peurs. Et on fait en sorte de combler ses peurs, mais des fois, on fait exactement là où elle nous mène. C'est-à-dire que ce matin, j'avais une patiente qui avait peur de l'abandon, et elle a tellement étouffé son partenaire qu'il est parti. Ouais. Donc elle fait tout pour lutter contre cette peur, et en fait, elle la suit en fait. On rentre dans une relation avec des failles. L'idée, c'est de trouver quelqu'un qui appuie pas dessus. Ou quelqu'un qui réponde à nos failles. Nous créons ce que nous craignons. Exactement. On reproduit quelque chose qui nous a manqué. Ça commence à notre enfance. Dans notre enfance, on a eu deux histoires d'amour. La première, c'est comment mes parents se sont occupés de moi. Des fois, ils ne m'ont pas maltraité, mais la façon dont ils m'ont aimé ou la façon dont j'ai perçu l'amour avec mes manques, mes insatisfactions. Et puis l'idée du couple qu'ils ont eu devant moi. J'ai vu leur couple, mais j'ai pas été là à leur début, j'ai pas été là lorsque tout allait bien. J'étais là quand il avait une famille. Et je pars avec cette base-là pour faire ma vie affective. Et des fois, je veux rejouer la scène. C'est un modèle. C'est pas forcément un modèle, c'est ma base. Un modèle, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose de bien. Des fois, j'ai une base dysfonctionnelle. Enfin, non, un modèle, c'est pas forcément que ce soit bien. D'accord. Quand je dis modèle, c'est ce que je connais, on va dire. Voilà, c'est ce que je connais. Oui. C'est pas comme la petite fille modèle. Hein, voilà. Ouais. Et inconsciemment, mon cerveau me dirige vers ce que je connais. Même si des fois, c'est pas bon pour moi. Et ça, c'est tout un processus qui fait que je reproduis les mêmes mécanismes, je rejoue les mêmes batailles, et c'est une impasse sans fin. Et à chaque fois, je reprends de la souffrance. J'essaye de me faire aimer dans quelque chose qui ne fonctionnera pas pour moi. Et à chaque fois, je cours, et je me prends des murs. Et j'arrive à être fatiguée, à être détruite, et à être complètement laminée par cette histoire d'amour. Alors soit je repars, mais il faut que je fasse ce travail sur moi, soit c'est quelque chose qui est sans fin. Le nombre d'histoires qui se répètent, quand je le vois dans mes patients, c'est quand même incroyable. Comment on appelle ça? C'est de l'autodestruction en fait. C'est de l'autodestruction. Ça veut dire que j'aime un petit peu me faire mal. Alors que dans une relation, on est là pour se faire du bien. Mais je rejoue cette guerre parce que j'essaye de la gagner. J'ai une insatisfaction à un moment et je me dis, elle est là si je fais plus d'efforts, là si je suis meilleur, là si je m'accroche, là si je donne plus à l'autre, je vais y arriver. Et donc je donne plus, je m'accroche dans une relation qui n'a pas de sens. En tant que psychanalyste, vous êtes régulièrement témoin de la manière dont on peut désamorcer ces peurs. Donc en fait, vous travaillez avec vos patients pour que justement, ils se détachent de leurs peurs, ils se confrontent à leurs peurs. Oui, ça dépend à quel moment on vient me voir. Si on vient me voir en plein milieu d'une relation dysfonctionnelle, si on vient me voir après une rupture, ou au début d'une relation. Mais ce qui est très important, c'est d'apprendre de ces relations. On fait souvent le bilan avec mes patientes de
comment se sont passées vos relations précédentes. Et aujourd'hui, comment on définit vos envies, vos besoins, vos attentes et surtout vos limites. Les femmes, des fois, me disent, j'ai une petite voix qui m'a dit que cette relation, elle n'est pas faite pour moi. Et elle fonce quand même. Et je leur dis, écoutez cette petite voix. Et quand il y a des voyants rouges, quand il y a des red flags, écoutez-les. Discutez-en tout de suite avec votre partenaire pour le dépasser ou pour dire, ça ne me convient pas. Mais non, des fois, dans la première phase de l'amour, on est fusionnel, on a passé des très bons moments, et on oublie ces petits voyants rouges, qui ne sont pas des petits voyants rouges, mais on les minimise. Donc c'est pour ça que je dis petits. Et on se dit, mais non, il y a du bon dans cette personne. Et oui, il peut y avoir du bon dans cette personne, mais c'est pas pour ça qu'elle est compatible avec moi, c'est pas pour ça qu'elle répond à mes besoins. Et je force. Parce que, comme j'ai eu des échecs, je m'acharne, je fais plus d'efforts. Et en fait, des fois, quand je fais plus d'efforts, l'autre en fait moins, ou l'autre ne change pas. Et là, on est dans une impasse. Et j'ai tellement misé dans cette relation que je ne peux pas faire de retour. Combien de fois j'ai des patients ou des patientes qui me racontent des situations complètement exceptionnelles, où il y a un don de soi, où c'est pas qu'on est humilié, mais qu'on s'humilie soi-même par rapport à ce qui est fait. Et quand on raconte ça à quelqu'un, à sa copine ou à son copain, l'autre il dit, mais t'es fou. Non, c'est qu'on est dans un processus lent et continu. Et qu'on met le doigt, le bras, et tout part. Alors, parmi les peurs que vous décodez dans votre livre, alors c'est pas la première, mais ça m'a intéressé, c'est la peur de la routine. Est-ce que la routine, c'est la mort de l'amour ? On nous vend que l'amour, c'est quelque chose d'intense. C'est quelque chose de passionnel. On a ces scènes de cinéma où un homme et une femme se rencontrent, et puis c'est très charnel, on vit soi-même cette propre expérience où l'autre, je ne peux pas vivre sans lui, tu me manques. Et puis on arrive dans une période où on l'a vécu à travers nos grands-parents, nos parents, où c'est un peu plus calme. Et aujourd'hui, les gens ont peur de cette période. Parce qu'ils disent, ok, ça va s'éteindre. Et non, c'est une autre période, mais c'est un autre travail à faire. Non, la routine, c'est quand notre vie devient prévisible. Non. En gros, quand on reproduit semaine après semaine à peu près les mêmes choses. Et non, parce que c'est pas ça la routine. Si, mais c'est là qu'on se trompe. La routine, c'est quand on imagine qu'on connaît l'autre. Et là, on commet des erreurs. Quand je rencontre quelqu'un, je ne le connais pas. Je pars avec un disque vierge et j'écoute ce qu'il me dit, j'essaie de le comprendre. Et au bout d'un moment, je me fais une idée. Et ensuite, je garde cette idée et je la projette. Et donc j'imagine que l'autre veut ça, que l'autre pense ça et que l'autre fera comme cela. Et c'est là que je rentre moi-même aussi dans la routine. Ça veut dire que je fais moins d'efforts pour moi-même, moins d'efforts pour lui. Et par effet miroir, si on est deux à faire ça, on arrive dans quelque chose de calme, où il ne se passe plus rien. Il faut se rappeler qu'au début de la rencontre, j'étais content de l'inviter au restaurant, j'étais content de lui proposer qu'on aille faire une balade. Et aujourd'hui, pourquoi je ne suis plus dans cette initiative ? Parce que je me dis, des fois elle m'a dit non, ou là elle va dire non. Et en fait, je pense déjà à sa place. Et donc je ne suis plus connecté. Avant, je prenais l'initiative, et là, je pense à sa place. Et je me résous à ça. Et on rentre dans ce train-train. La vie, avec la maison, le travail, les occupations, des fois les enfants, elle nous amène dans ce rouleau compresseur qu'est la vie. Mais on avait déjà une vie et un rouleau compresseur quand j'ai rencontré cette femme ou cet homme. Et j'avais fait cet effort. Vous dites que, contrairement à ce qu'on pense, la routine, c'est le socle de la stabilité. Oui, parce que c'est quand on connaît l'autre et qu'on construit avec l'autre qu'est là le véritable amour. J'avais une patiente qui m'avait dit, à 22 ans, j'ai rencontré le prince charmant, on est tombés fous amoureux, on était tous les deux, nos familles s'entendaient, alors au bout de 6 mois, on s'est fiancés. Et on est parti dans le mariage, ça dure 1 an. Et au voyage de noces, elle est tombée enceinte. Et elle a eu un enfant. Donc tout a été rapide, en 2 ans, mariage, fiançailles, enfant. Et elle arrive à ma séance, et elle se met à pleurer. Elle me dit, moi, le mariage, je pensais que c'était un conte de fées, que c'était magnifique, mais en fait, c'est super compliqué. C'est super compliqué, il faut penser à tout, faire tout, etc. Elle me dit, moi, je suis déjà fatigué, là. Ça fait 1 an et demi que je suis marié, je suis déjà fatigué.
Fatigué de mon homme, fatigué de ma vie, fatigué de tout. Elle me dit, en fait, le mariage, c'est pas ce qu'on m'avait vendu. Alors je dis, on va s'arrêter tout de suite. Non, mais elle avait une idée préconçue. Voilà, je lui dis, le mariage, c'est pas le premier jour. Le premier jour, c'est une fête. C'est une fête parce que c'est un encouragement pour tout ce qui va suivre derrière. Et que le mariage, c'est quand vous êtes regardé dans les yeux avec votre partenaire, que vous avez vécu X années et que vous avez construit quelque chose. Le mariage, c'est pas le début. Le couple, c'est pas le début. Le début, heureusement que c'est bien. Mais la vraie vie, c'est quand on fait quelque chose ensemble. Donc on construit avec une famille, avec du partage, avec des moments, avec de l'intimité, avec de la réciprocité, avec on se soutient l'un l'autre. C'est ça, une relation à deux. Sinon, on passe 24 heures ensemble, on s'amuse et chacun rentre chez soi. Ça, c'est une autre façon, mais c'est pas une relation. Ça n'a pas le même nom. Ça n'a pas le même nom. Non. Donc c'est quand on apprend de l'autre et que on continue, quand on a allumé un feu, c'est de pouvoir mettre des bûches. Mais comment on fait quand on a cette impression que notre vie est devenue trop prévisible? Ça arrive. Oui, mais est-ce qu'on a nourri notre vie? Est-ce que nous, on fait cet effort? Pourquoi dans certains couples, ils sont dans des guerres de tranchées? Je reçois des couples et ils ont l'impression tous les deux d'avoir fait des efforts. Tous les deux, ils ont l'impression d'avoir fait des efforts, que ça n'a pas abouti, alors ils en font plus. Et chacun se regarde. Et ça devient deux colocs qui des fois partagent la chambre, partagent pas la chambre, et qui règlent les problèmes communs. Mais moi, je parlais pas de ce genre de routine. Hein. Non. Moi, je parlais du quotidien qui revient tous les jours, voilà, avec pas forcément des gens qui sont dans des guerres de tranchées. Hein. Oui, mais c'est à vous d'agrémenter votre routine quotidien. où finalement, vous levez le matin, vous prenez petit déjeuner, vous emmenez les enfants à l'école, vous allez travailler, Ouais, mais vous vous vivez. allez faire les courses, vous voyez. Ouais, mais alors je vous présente les choses autrement. Chaque jour qui passe est un jour que vous ne revivrez pas. Alors ce jour, il est important. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de bien aujourd'hui? Ou qu'est-ce qu'on peut remarquer de bien? Quelles sont les bonnes émotions que vous avez vécues aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie de partager ça avec quelqu'un? On peut regarder le verre à moitié plein. Ensuite, ce jour, il part. Et demain, c'est un autre jour. Donc déjà, demain, c'est une autre histoire. C'est pas la même qu'aujourd'hui. Et est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pris un petit peu de joie? Et est-ce que je peux en programmer pour demain? Même si j'ai un boulot compliqué, même si j'ai des enfants compliqués, même si je dois faire les lessives et que je dois aller voir des gens que j'ai envie de voir ou pas voir, je dois garder un tout petit peu de ça. Je reste sur ma faim sur la routine. Hein. Je vous le dis tout de suite. Enfin, je vous dis tout de suite parce qu'il va y avoir la pub. Oui. Que je vais revenir sur la routine. Hein. On dit que la routine, c'est l'ennemi du couple, que c'est un tue-l'amour. Je sais pas la façon que vous répondez à ma question. Non, je dis pas que c'est un tue-l'amour. Bon, alors, vous avez tout le temps d'une page de publicité pour réfléchir. On parle des peurs dans les relations amoureuses ce matin avec mon invité Christian Richaume, qui est psychanalyste, auteur et thérapeute et qui publie justement les peurs dans les relations amoureuses. Donc je vous parlais tout à l'heure de la routine et je vous dis, mais est-ce que la routine, c'est l'ennemi du couple comme on le ressasse sans cesse? Non, la routine, c'est pas l'ennemi du couple. Le couple, il a un problème lorsqu'il n'y a pas de confiance et qu'il n'y a pas de respect. Ça, c'est quelque chose qui peut détruire le couple. C'est quand il n'y a pas de respect par rapport à son partenaire ou par rapport à soi-même, quand il n'y a pas de confiance, là, on est dans un couple qui est vraiment mal parti. Alors que la routine, c'est le fait qu'on ne nourrisse pas son couple. Donc il s'appauvrit. Mais quand il y a un problème de respect et de confiance, là, on n'est pas dans l'appauvrissement d'un couple, on est dans la destruction d'un couple. Et moi, je pense que ça, c'est plus important. Quand on a des peurs et qu'on met en danger le couple, au bout d'un moment, des fois, il n'y a plus de couple. Donc soit on arrive à des ruptures, entre guillemets, conventionnelles ou dramatiques. Dramatiques au niveau sentimental, au niveau physique, au niveau économique, au niveau familial. Et c'est ça. C'est plus la peur de la routine, je la mettrais moindre que d'autres. Quand il y a une perte de confiance, quand il y a des mensonges, quand il n'y a pas de respect dans un couple. Ça, c'est... C'est pas le même niveau. Ben non, c'est pas le même niveau. Et ça crée vraiment des dommages. La trahison, c'est important. Alors, il y a la peur de la trahison. Ouais, de l'infidélité. Oui. Et aujourd'hui, elle est encore plus difficile parce qu'on a des moyens de communication qui sont H24. On peut être en contact avec tout le monde
avoir différents liens. On peut discuter avec des gens qu'on n'a jamais vus. Donc il y a cette proximité qui fait que ça peut mettre en danger. Soit moi, je projette cette peur sur l'autre, parce que je me compare aux autres et j'ai l'impression que j'ai pas d'estime de moi, donc les autres sont mieux, donc je vais avoir peur que mon partenaire trouve quelqu'un d'autre. Soit lui-même, soit c'est quelqu'un qui cherche tout le temps ailleurs, et dans ces cas-là, je suis face à un problème. Soit il y a des difficultés dans mon couple, et il cherche les réponses lui-même ailleurs. Il les affronte pas. Il veut pas en discuter avec moi, et il cherche les réponses ailleurs. Et là, le ailleurs, il est beaucoup plus accessible qu'avant, faut se le dire. Il est au bout du pouce. Mais cette peur de la trahison, elle engendre des comportements qui peuvent être destructeurs, comme une surveillance excessive, oui, une jalousie excessive. Et puis, ça développe, pour celui qui l'a plus ou moins vécu, une hypervigilance. Ça veut dire une réinterprétation de tous les faits et gestes. Il rentre 10 minutes en retard, ça, je l'interprète par rapport à ce phénomène-là. Quelqu'un qui n'a pas cette peur-là ou qui la vit autrement, va immédiatement se dire peut-être qu'il a un embouteillage, peut-être qu'il a une réunion où il a dû partir plus tard du travail. Mais une personne qui est dans cet état d'hypervigilance, elle va immédiatement mettre cette pensée-là. Quand il va écrire un SMS, elle va immédiatement penser que c'est pour quelqu'un. Et là, des fois, on se pourrit soi-même la vie. Parce qu'on peut être face à quelqu'un qui n'est pas fidèle, mais on a cette peur en nous qu'on la projette en l'autre. Donc on imagine que... Ou alors, on se retient soi-même d'être infidèle, et on imagine que l'autre fait la même chose. Et donc on imagine que si l'autre va à une soirée, il va être infidèle, parce que moi, si je vais à une soirée, peut-être que je vais l'être, ou que je vais être tenté. Donc je projette sur l'autre. Et quand il y en a un qui est on projette sur l'autre ce qu'on ferait nous, nos propres comportements. Voilà. C'est pour ça que... Si on imaginait que l'autre est infidèle, c'est parce qu'on l'est soi-même. J'ai plein de patients qui sont très jaloux. Non mais c'est ça. Imaginer que l'autre est infidèle, c'est parce qu'on l'est soi-même. Ou qu'on l'a été. Qu'on a été victime d'infidélité. Il y a 2 facteurs. Soit j'ai été victime d'infidélité et du coup, je suis hyper vigilant dessus. Soit moi-même, je peux être tenté par ça et j'imagine que l'autre fonctionne comme ça. J'ai plein de patients qui sont jaloux. Ça veut dire qu'ils sont hyper dans le contrôle de ce que font l'autre. Mais eux, ils me disent, au bout de 1 ou 2 séances, que ça leur avait traversé la tête. Que quand ils discutent avec quelqu'un, ils peuvent des fois être juste avant la ligne. Ça veut dire pas être dans un mode neutre, mais un peu séducteur. Donc ils projettent que l'autre, dans la même situation, fait la même chose. Et ça, ils ne supportent pas. Donc c'est aussi un travail sur soi-même. Alors comment vous travaillez en thérapie sur ceux qui ont peur de la trahison ? Alors ça dépend de l'origine, hein. Donc c'est soit parce que j'ai été victime, soit parce que moi-même j'ai un problème. Si j'ai été victime, il faut apprendre à faire confiance à l'autre. Donc savoir décoder ce que fait l'autre et comment acquérir de la confiance. Et aussi partager cette sensation d'examiner les choses sous cet angle-là. Pour ceux qui sont jaloux et qui ont peur que l'autre trahisse parce qu'ils en sont peut-être capables, là c'est un problème d'estime de soi. C'est un problème que je me sens pas à la hauteur. Je me sens pas digne d'être aimé, donc l'autre peut me quitter, ou je me sens pas bien moi-même, je m'aime pas, et j'imagine que l'autre va le voir. Donc j'imagine que l'autre, quand il l'aura vu un matin, il va trouver immédiatement quelqu'un d'autre. Ou que s'il croise quelqu'un d'autre, il va voir que l'autre a une plus-value, et que moi je vais être... Donc c'est moi qui dois travailler. Moi qui dois travailler sur m'aimer, m'accepter, et au mieux d'être dans une position de retranchement, d'essayer d'aller de l'avant. Des fois, quand on a peur, soit on bouge plus, soit on recule. Ça nourrit pas le couple. Ça nourrit pas le couple. Si tous les vendredis soirs, on a une discussion pour savoir t'étais avec qui, on passe pas le même vendredi soir que qu'est-ce que tu as fait cette semaine, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse. Si c'est un interrogatoire ou c'est un moment de plaisir. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ne s'aiment pas. Et du coup, qui doutent de l'amour de l'autre. Pas au début, mais au fur et à mesure de la relation. Alors, parmi les peurs, il y a ceux qui ont peur des conflits et des confrontations.
ce qui amène à éviter systématiquement des discussions difficiles. Donc quelles sont les conséquences pour un couple de l'évitement des conflits ? C'est que celui ou celle qui a peur des conflits, il cède. C'est-à-dire ? Il cède, ça veut dire que quand l'autre dépasse un peu les bornes, quand l'autre exprime son désaccord, comme je ne veux pas de conflit, je ne veux pas qu'on se dispute, je cède. Je cède parce que je ne veux pas me retrouver dans cet état-là. Soit je fuis, je fuis, donc je ne réponds pas, qui est pris par l'autre comme un consentement quelque part. Soit je cède, ça veut dire que ok, c'est pas grave, je fais ce petit effort pour lui, et comme ça il sera plus en colère. Parce que je redoute les disputes, je redoute qu'il soit en colère. Mais en cédant, l'autre prend ce mécanisme comme un accord. À la fin, il me demande même plus mon avis, ou alors il marque le coup. Il voit pas que moi j'ai fait un effort. Et là, c'est une pente qui est quand même périlleuse. On glisse tout doucement vers un déséquilibre du couple. Et c'est dangereux parce que la personne, elle cède pas une fois. Elle cédera tout le temps. Et au bout d'un moment, on arrive dans ses propres retranchements et il reste quoi ? Là, ça met en danger le couple parce qu'on n'est plus dans le respect. Ma propre intégrité psychique, elle n'est plus respectée. Mes limites ne sont pas affichées, ne sont pas respectées. Donc on a quelqu'un qui me bouffe. Et là, je m'étouffe moi-même. Et vous voyez, comme j'ai peur du conflit, comment je fais pour le dire à l'autre ? J'aborde pas certains sujets. Ouais, mais là, je m'enfonce. On a une stratégie d'évitement. En fait. Et donc, l'évitement fait que, au bout d'un moment, j'ai même pas de solution pour revenir. Puisque j'aime pas le conflit. Alors, ça part d'une croyance, c'est que les conflits, c'est mauvais pour la relation. Non. Un conflit, c'est 2 phases. La première phase, c'est on exprime un désaccord. On exprime le fait que j'ai une frustration, j'ai une envie, j'ai un besoin, j'ai une limite. Il y a quelque chose de dysfonctionnel dans le couple. Sauf que si on aborde, et on nous a dit depuis 20-30 ans en psychologie qu'il faut communiquer. Moi, je corrige ce terme-là parce que j'ai des patients qui communiquent jusqu'à 4h du matin. Ensuite, ils dorment chacun dans leur coin. Ils ont dormi 3 heures au milieu d'une bonne nuit. Ils se réveillent, ils se font la gueule. Ça, c'est une belle soirée de communication. Une communication, c'est j'envoie un message, c'est pas que ça. La communication, c'est quand l'autre l'a reçu. Donc, il ne faut pas parler jusqu'à 4h du mat'. Il faut essayer d'être efficace dans son message. Il faut essayer de trouver le moyen que l'autre perçoive le message. Or, je dis à mes patients, déjà, vous évitez le « tu », vous évitez le « toujours » et vous évitez le « jamais ». Tu es toujours chiant. Non. Tu. La plupart du temps, t'es chiant. Peut-être, mais c'est mais c'est une différence. Si je dis à quelqu'un, t'es toujours chiant, t'es jamais comme ceci, mais vous imaginez que l'autre, tu vas faire, le lendemain, il va changer. Non. Vous dites ça à quelqu'un, il met un bouclier, il se renferme, il n'accepte pas la critique, et qu'est-ce qu'il fait ? Il vous dit, et toi, t'es comme ça aussi, t'es comme ça, t'es comme ça. Donc on est face dans un ping-pong, super conversation, super discussion dans le couple, 4h du mat', bonne nuit tout le monde. Non, l'idée c'est que j'expose ce que je ressens. Parce que des fois, l'autre, il fait des choses sans le savoir que ça me fait mal. Des fois, il le sait, des fois, il le sait pas. J'exprime mon sentiment. Ça, c'est la première phase. Alors ensuite, suivant les personnalités, on exprime le sentiment, soit on essaye de le régler, soit on laisse le temps à l'autre de digérer l'information. Et la deuxième phase, dans une dispute, dans un conflit, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Parce que si on s'arrête à la première phase, tu ne fais jamais ça. Alors déjà, tu et jamais, vous voyez, c'est une erreur. Et l'autre, il a sûrement des reproches à me faire, donc il me le fait, et on ne trouve pas de solution. La deuxième phase, c'est, ok, on a, toi et moi, des difficultés, qu'est-ce qu'on fait pour les mettre en place ? Quand je reçois des couples, je leur demande chacun sur des petits papiers de mettre 3 choses qu'ils détestent chez l'autre et 3 choses qu'ils aiment chez l'autre. Et en fait, c'est important parce que il faut faire fonctionner à la fois ce qui va pas et ce qui va. Et que quand il y en a un qui dit je supporte pas ça chez toi, je lui fais entendre ce que l'autre pense. Et chacun en fait un chemin. Et du coup, on n'est plus dans moi je fais tout seul des efforts dans le couple. On est à 2 à faire des efforts, même si c'est sur des temps différents, même si c'est sur des vitesses et des intensités différentes.
Mais là, on remet des choses. Ils arrivent à trouver des choses qu'ils aiment bien. Ouais, parce que ils se sont mis ensemble. Et donc, il y a des choses bien dans chacun d'entre eux. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on parlait de la routine, c'est qu'on ne voit plus que ce qui va mal et on ne voit plus ce qui va bien. Et quand on regarde quelqu'un d'autre, on ne voit que ce qui va bien. Alors il y en a plein qui changent. Et ils s'aperçoivent que quand ils sont dans l'autre, ils ont découvert aussi ce qui va pas bien, et des fois ils regrettent ce qu'ils ont perdu. Alors c'est important de voir une personne dans sa globalité et d'arranger ce qui va pas. On est différents, mais on peut être compatibles. Les conflits, c'est bon pour la relation, si on arrive à en sortir. Oui. Et en faire quelque chose. Alors nous parlons ce matin des peurs dans les relations amoureuses autour de la sortie du livre de Christian Richaume qui m'ont invité ce matin. Une des peurs dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est la peur de l'engagement et de la perte de liberté. Vous dites que c'est une réalité complexe et souvent mal comprise. On dit que la nouvelle génération ne voudrait pas s'engager. Oui. Elle est issue de toute une période où on leur a dit c'est important de respecter vos propres libertés, c'est important de penser à vous, c'est important d'avoir vos propres plaisirs, vos propres envies et d'avoir du développement personnel. Dans le développement personnel, ça veut dire c'est moi, c'est pas nous. Donc on a une société où les loisirs sont beaucoup plus accessibles ou beaucoup plus nombreux, où on fait plus de loisirs. Alors, du coup, cette peur de l'engagement on le voit dans la natalité, par exemple, d'avoir des enfants. C'est aussi une forme d'engagement et c'est aussi une force de perdre un peu sa propre liberté. Et on a des fois des expériences amoureuses où il y a beaucoup de fusion. Et ceux qui vivent la fusion, il y en a plein qui se sentent étouffés par cette fusion. Soit parce qu'ils l'ont vécu, soit qu'ils ont peur de la vivre. Et donc, j'étais célibataire, j'allais mardi soir au sport. Là, le premier mardi soir, elle me propose qu'on sorte, je sors avec elle, et tout d'un coup, je me dis, mais en fait, j'irai plus jamais au sport avec cette fille. Donc c'est vécu comme une perte de liberté. C'est vécu comme une perte de moi. Une perte d'une partie de moi, donc de ma liberté. Que j'ai l'impression que je vais devoir me suradapter à l'autre et perdre une partie de moi. Que le couple, ça devient 1 + 1 = 1. Et que dedans, je suis perdu, en fait. Je rentre dans un moule, j'ai cette idée que mes parents font tout ensemble, que mes parents sont pas forcément heureux ensemble, et que je veux pas finir comme eux. Soit avec des parents qui s'engueulent et qui divorcent pas, soit des parents qui sont ensemble et qui se détestent. Et j'ai pas envie de ça. Et donc du coup, je me perds. Mais d'un autre côté, on a 60% des gens qui ont peur de l'abandon. Quand on a peur de l'abandon, c'est qu'on veut être à deux. Donc vous voyez, on a peur de s'engager. Non, ou alors on s'engage pas parce qu'on a peur d'être abandonné. Alors il y en a très peu qui font ça, mais ça peut pousser à ça. Mais la plupart qui ont peur de l'abandon, ils foncent dans une relation. Mais après, soit ils ont peur d'être abandonnés, soit ils ont peur de se perdre, de perdre justement leur propre liberté. Donc c'est quelque chose qui est mixte. À une période, on se dit, il faut que je sois avec quelqu'un, et après, je veux pas être étouffé. Mais c'est quoi l'engagement ? L'engagement, c'est peut-être parce qu'on définit mal le mot. L'engagement, c'est pas forcément le mariage. C'est un contrat de confiance avec quelqu'un. Ça veut dire qu'on est d'accord pour faire un bout de chemin ensemble, et on se respecte. On met en place des projets, on les construit à deux. C'est ça l'engagement. Ça veut dire qu'au début, on est ensemble. C'est pas fonder une famille, avoir des enfants, acheter une maison. Pas forcément. Ça, c'est un modèle qu'on a eu. Un break Volvo, un chien. Ouais, et un chien, une maison de campagne, tant mieux. Ça, et construire une maison dans... Enfin, le break, ça peut ne pas être Volvo. Ça peut être Peugeot, ou ça peut être... Je sais pas quoi, mais bon. Oui. Mais c'était ça un petit peu le modèle d'avant. Un petit peu le modèle qu'on nous vendait dans les séries, dans les films. Ça veut dire, allez, si tu te maries, ensuite tu as ta maison, ton appartement, tes enfants, le break, le chien, la maison. Ceci dit, la pression communautaire aujourd'hui ou familiale fait que c'est quand même... Bien sûr. C'est vers ça qu'on pousse les gens. Oui, parce que ceux qui sont plus hauts que nous, ils l'ont fait. Ce fut un modèle pour eux et ils nous ont dit, c'est comme ça
que tu peux faire les choses, ou c'est comme ça que doivent se faire les choses. Hmm. J'ai plein de personnes qui viennent me voir qui me disent c'est le modèle familial qu'on me demande de reproduire. On m'a même demandé de me marier. Alors que moi, j'étais plutôt bien dans cette relation et on n'a pas arrêté de me dire mais quand c'est que tu te maries, quand c'est que tu te maries, quand c'est que tu as un enfant, il faut que tu achètes une maison, tu vas pas louer toute ta vie. Donc le modèle, il arrive sur moi. Et au début, quand on est à deux, on est en relation. On est ensemble. Et après, on forme une relation. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a toute une période au début où on est ensemble. Et c'est drôle parce que j'ai plein de personnes qui viennent me voir et qui me disent allez, on s'est réunis et on a décidé qu'on était un couple. Aujourd'hui, les gens, ils aiment définir cette notion. Ce qui est drôle, c'est que j'ai des personnes qui ont eu des relations très vite et qui ne sont pas un couple. Et j'ai des gens qui n'ont pas de relation et qui attendent cette formulation pour avoir des relations. En fait, au début, on est ensemble. Et après, on est en relation. Et en relation, ça veut dire qu'on se connaît et qu'il y a de la confiance. Et que du coup, on construit quelque chose. Construire quelque chose, ça peut être tout simplement poursuivre des moments à deux. Le but d'une relation, c'est pas d'avoir une maison. C'est d'être bien à deux. Mais l'engagement. L'engagement, est-ce qu'il y a vraiment une crise de l'engagement ou... L'engagement, est-ce qu'on doit comptabiliser les mariages ou pas? L'engagement, c'est quand je dis je suis en couple avec toi, je te respecte, on est en confiance et on construit. C'est ça l'engagement. Après, vous mettez le mariage où vous voulez, mais il y a des gens qui sont engagés avant le mariage, il y en a qui le sont sans mariage. Et on s'est même aperçu que des fois, le mariage, ça ne permet pas l'engagement. C'est quelque chose d'en plus, c'est pas à la place. Bon, c'est vrai que le mariage et avoir des enfants, c'est ce qu'on détermine comme l'engagement, quoi. Aujourd'hui, dans notre société, on le voit, qu'il y a des couples qui se séparent quand ils ont été mariés ou quand ils ont eu des enfants. Ce qui est important, c'est de trouver quelqu'un avec qui on s'épanouit, avec quelqu'un avec qui on est bien. Et de construire. Construire un petit bout de vie avec quelqu'un. Dans une histoire, il y a toujours un début, toujours une fin. Il faut l'accepter. Une fin difficile, dramatique, meurtrière. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait entre le début et la fin? Et qu'on ne laisse pas passer le temps. Sinon, on tombe dans la routine. C'est bon, la routine? C'est des repères. Il y a un côté positif. Tous les matins, je me réveille avec la personne que j'apprécie. Ça, c'est positif. Mais ensuite, il faut que je fasse quelque chose. Sinon, je ne l'apprécie plus. Bon, au bout de 50 ans, si il ou elle ronfle, c'est différent. Non, ça, c'est une mauvaise routine. Mais ça fait partie de la vie. De toute façon, 50 ans, vous attendez pas 50 ans. Non, mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. 50 ans, vous attendez. Et on trouve des choses à faire. Voilà. Si quelqu'un ronfle? Bah oui. À part l'exiler dans une chambre à côté, je vois pas. Non, oui, ça c'est possible. Mais après, on trouve une façon de fonctionner qui fait que de temps en temps je vais dans sa chambre, de temps en temps elle vient dans la mienne, et on trouve une façon de fonctionner. Et même si on a plus 20 ans, il y a des gens, même à des âges avancés, qui trouvent des choses extraordinaires. J'ai une patiente de 72 ans, au mois de juin, elle était au bal des pompiers. Elle a trouvé un petit copain. Pas un jeune de 18-20 ans qui est pompier. Non, mais 72 ans, c'est pas vieux non plus. Non, mais vous voyez. Et elle est revenue, elle me dit, j'ai 14 ans. J'ai trouvé ça magnifique. Il avait quel âge, le copain? Il avait à peu près son âge. Il était 4 ans de moins qu'elle. L'honneur est sauf. Ouais, mais moi non, c'est pour ça que j'ai précisé, il avait pas 18-20 ans, c'était pas un pompier. Mais à 72 ans, elle avait 14 ans dans son ventre. C'était génial. Et donc, on peut à chaque moment faire des choses pour soi. Et donc, c'est pas l'idée que la fin et la routine, c'est dramatique, c'est triste, et que dans le meilleur des cas, on se dit bonjour le matin, et j'en ai marre que tu ronfles. Je vais raconter une histoire, j'espère que la personne n'écoute pas aujourd'hui, ou qu'elle ne regardera pas la vidéo. On va l'appeler X, s'est marié, donc il va se marier, machin... tout ça, grand hôtel et tout. Bon, bah, ils n'avaient rien fait ensemble, ils se connaissaient pas. Hein. Enfin, ils se sont mariés, mais ils n'avaient rien fait. Ils ronflent comme un diesel mal réglé. Ouais.
il a fini la nuit sur la terrasse. La première nuit. La nuit de noces, hein. Oui. La nuit de noces. Elle lui a dit non, c'est pas possible. Elle a dit non, c'est pas vraiment pas possible. Oui, mais des fois, on réserve des mauvaises surprises à l'autre, parce que si on lui avait dit... 2 mois après, c'était plié leur histoire, hein, je dis tout de suite. Oui. Il n'y avait pas de solution. Oui. Oui, ça peut être des choses qui peuvent être compliquées pour certains. Mais quand il y a des vices cachés, autant le savoir avant. Oui. Tout de suite. C'est ça aussi. On parle de construction, de confiance et de respect. Ouais. Vous me parlez de vices cachés. Donc du coup, quand je dis vices cachés, non, nos grands-parents se posaient pas la question. Il y en avait un des deux qui ronflait, voilà, ça posait pas de problème. Mais parce qu'il y avait une société qui imposait aussi ça. Ouais. Et puis il y avait une société qui ne formalisait pas autant qu'aujourd'hui la séparation. Aujourd'hui, on est tous en train de dire, si tu es pas heureux avec lui ou avec elle, insiste, essaye de faire quelque chose, mais sinon, abandonne. Au bout d'un moment, tu te fais mal. Donc tu peux persévérer, mais il y a une limite à ne pas franchir. Dans le passé, c'était comme ça. Donc, tu dis rien, tu subis et t'avances. Et oui, c'est important, quand on rencontre quelqu'un, de se découvrir, de se dévoiler soi-même. De découvrir l'autre et de se dévoiler. Alors, on ne le fait pas au premier rendez-vous. La peur de l'intimité. Oui, on ne dit pas tout, mais au fur et à mesure, on dit les choses. Parce que je dois être aimé, pas pour le fantasme que l'autre a vu de moi quand il m'a rencontré. Et oui, quand on voit quelqu'un, on fantasme dessus. En plus, aujourd'hui, avec les outils comme le téléphone, on peut même fantasmer sur des gens et tomber amoureux de gens qu'on n'a pas rencontrés. Mais ensuite... Et leur donner 850 000 euros. C'est pas le cas de tout le monde, il y en a plein qui fantasment et qui n'ont pas ça. Malheureusement. Mais du coup, on fantasme et on est avec quelqu'un de réel. Et c'est la réalité qu'il faut qu'on voit. Si moi je reste dans le fantasme et que je cherche toujours à ne pas voir la réalité, j'ai une différence. Et si j'essaye de faire en sorte que mon partenaire devienne mon fantasme, j'ai un problème aussi. Donc, on rencontre quelqu'un. Rencontrer quelqu'un, pour moi, ça a beaucoup de sens. Ça veut dire qu'on apprend de il ou de elle. Et c'est après qu'on lâche un petit peu. Et c'est comme ça qu'on construit sa confiance envers l'autre. Quand on apprend de quelqu'un. Sinon, je tombe amoureux en 10 minutes. De qui ? De quelqu'un que j'ai rencontré en 10 minutes. J'ai une patiente, elle a rencontré un garçon, il était magnifique. Au bal des pompiers ? Non. Et elle a un flash sur lui le lundi. Le mercredi, ils se voient, ils ont discuté jusqu'à minuit. Oh, c'était fusionnel, on a parlé de tout, comme si on se connaissait. Le jeudi, elle le revoit. Et repareil. Et là, des bisous, ils font des câlins. Et lui, il lui dit... Je serai toujours là pour toi. L'horreur. Le samedi, il n'était plus là. Je lui dis, mais le toujours, il a combien de temps ? Je serai toujours là pour toi le jeudi. Et elle l'a cru. Et le samedi, elle était comme une folle. Parce qu'elle s'est répété cette phrase en boucle. Et le dimanche, il était toujours pas là. Il est revenu comme une fleur le lundi. Samedi, il n'était pas toujours là. Dimanche, il n'était pas toujours là. Lundi, bonjour, coucou, comment vas-tu ? Et ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? On a parlé de peur de conflit, peur d'être déçu. Elle est repartie. Elle a fait une petite remarque gentille et elle est repartie. Sauf que à la fin, ça finit par shit. Et on était dans le fantasme. Et on était dans je serai toujours là pour toi au bout de 3 jours. Donc, t'es pas toujours chiante et je serai là pour toi toute la vie au bout de 3 jours. Faut se calmer. Parce que on n'est pas dans la réalité, on est dans le fantasme. Je t'aimerai toute ma vie. Mais après 20 ans de mariage, on peut dire je serai toujours là pour toi. Rassurez-moi. Oui, on peut le dire. Mais on le dit, et ça a une valeur que quand je le dis. Ce qui est important, c'est que je sois là la 21e année, la 22e année, la 23e année. J'ai le droit de le dire et de le ressentir. C'est comme plein de fois on a pu dire à quelqu'un « je t'aime » et pourquoi il y a des gens qui ont plein d'histoires là ? Sur le coup, ils l'ont pensé. Et c'est pour ça qu'on le redit. C'est que je le pense encore. Mais c'est quand même compliqué de dire que je vais le penser dans 10 ans. Je préfère que d'ici, dans les 10 ans, on fasse petit à petit, qu'on fasse des promesses. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Christian Richeaume, vous publiez Les peurs dans les relations amoureuses, abandon, rejet, humiliation, trahison aux éditions du Net. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci Christian d'avoir été avec nous. Merci Philippe. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.